On va reprendre donc l'après-midi. Sur ce matin, un petit peu, c'était plus la thématique de l'homme réparé. Là, donc, on va parler un petit peu homme augmenté. Voilà, comme le titre de Swan, là, entre la science et la fiction. Donc, voilà, Swan Senova, qui est neurochirurgien spécialisé en neurochirurgie fonctionnelle, qui a été en Amérique du Nord, là, dans le service de Toronto, dont on a parlé ce matin, va nous parler voilà, de la façon dont on peut aujourd'hui moduler les capacités cognitives. Voilà. Très bien. Merci Marc pour cette invitation. Bonjour à tous. Alors je vais parler quand même avant tout de la modulation des capacités cognitives. Oui, bonjour. Je vais parler avant tout quand même des modulations de la capacité cognitive chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Domaine que j'ai pu aborder, étudier lors des 2 années que j'ai passées à Toronto comme fellow. Donc, il va s'agir de faire la part des choses entre la science et la fiction, parce que la fiction a déjà pas mal avancé, quasiment plus que la science dans le domaine de la modulation des capacités cognitives. Et par exemple, je vous propose de voir comment, dans la fiction, le Dr House voit sa mémoire modulée, dans de la saison 4, épisode 16. Donc il est équipé d'un cadre de stéréotaxie, comme on a en neurochirurgie. On lui introduit une espèce d'électrode vers l'hypothalamus, comme il l'explique. On stimule électriquement. On se figure le cerveau comme des câbles électriques. Et là, tout d'un coup, il se remémore une scène qui était enfouie dans son subconscient. Toutefois, ce n'est pas suffisant, donc il demande qu'on monte les paramètres de stimulation. On passe de 3 à 5 volts. Et là, tout d'un coup, il entend même ces individus parler dans son souvenir. Donc là, c'était en 2008. Alors, les dates ont vraiment leur importance, vous allez voir. Il n'y a pas qu'en Amérique du Nord que la fiction s'intéresse aux modulations de la capacité cognitive. Également la fiction belge, avec le personnage de bande dessinée 13, que vous connaissez peut-être, qui, dans les nombreux albums dans lesquels on suit, a oublié son passé. Et donc dans l'album Le jour du Mayflower en 2011, on lui propose une expérience de stimulation cérébrale non invasive cette fois-ci, avec un bandeau, comme on a pu voir au début de cette vidéo. Ça, c'était la fiction, 2008-2011. Et alors la réalité clinique, eh bien, on peut dire que les choses ont quand même commencé dans le domaine neurochirurgical avec le professeur Andrés Lozano à Toronto. Et je vais vous montrer maintenant le pendant de ce qu'on a vu en clinique. C'est le professeur Lozano, ici, à Toronto. Donc, patient atteint de la maladie d'Alzheimer cette fois-ci, et pas sujet sain. Donc toujours le cadre de stéréotaxie, de l'Excel. On stimule, et elle sent la présence de gens autour d'elle. Donc elle voit des gens, mais elle ne sait pas vraiment qui. Elle n'est pas sûre de ce dont elle se souvient. Donc, Dr Lozano, comme dans Dr House, va augmenter la stimulation. Et donc, effectivement, en augmentant la stimulation dans la région hypothalamique, elle se souvient de lorsqu'elle passait ses vacances dans un palais en Écosse. Donc, souvenir chose que l'on sait par la suite, auquel elle n'avait pas repensé depuis une 50aine d'années. Donc, vraiment, à partir de la stimulation de l'hypothalamus, il a été possible d'évoquer des souvenirs autobiographiques. Alors, le tout premier patient, en fait, qui a été décrit dans la littérature par l'équipe de Toronto,
l'a été en 2008. Il s'agissait d'un patient obèse, et l'idée était de stimuler la région hypothalamique pour moduler les neurones anorexigènes ou orexigènes. Et comme le fornix, les piliers antérieurs du fornix sont à proximité immédiate de l'hypothalamus, il s'est avéré que pendant l'opération, ils ont constaté quelque chose de similaire à ce qui a été montré dans la vidéo juste avant, à savoir que de la mémoire autobiographique pouvait être évoquée. Soit dit en passant, le patient obèse n'a malheureusement pas été traité. Toujours est-il qu'à partir de là, l'équipe de Toronto a élaboré tout un protocole de recherche pour les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Ils ont montré lors de ce case report publié en 2008 que la stimulation des piliers antérieurs du fornix pouvait activer les structures temporales mésiales, d'une part. Ils ont montré qu'effectivement, avec des tâches cognitives adaptées, le rappel, le souvenir était augmenté. Donc, c'est un case report, il s'agissait d'une étude modeste, mais en 2008, à la même époque que la fiction, donc Dr House présentait une telle scène. Ensuite, en 2010, ils ont publié la phase 1, donc phase d'un essai clinique pendant laquelle on étudie l'innocuité d'une procédure thérapeutique. Ils ont cette fois-ci recruté 6 patients atteints de maladie d'Alzheimer qui ont bénéficié d'une stimulation permanente à 130 Hz pendant 1 an. Donc ils ont établi l'innocuité de cette stimulation du fornix. Bien sûr, il y avait des effets secondaires à type de sensation de bouffée de chaleur, parfois de nervosité qui a imposé d'ajuster les paramètres, mais en ajustant les paramètres, ils ont établi l'innocuité de cette procédure. Donc la région ciblée, c'était cette région-là. Ce sont les piliers antérieurs du fornix, non loin des corps mammillaires et de l'hypothalamus. Vous voyez qu'il faut positionner l'électrode parallèle au faisceau de fibres. Il ne faut pas bien sûr léser ce faisceau de fibres. Et on a le loisir d'ajuster les paramètres de stimulation en choisissant les plots adaptés. Alors, ils ont évalué ces patients à l'échelle d'une année avec 2 scores, ADAS-COG et puis le score MMS bien connu. Donc 6 patients. Pour ces 2 scores, quand le score augmente, l'état du patient se détériore. Et pour chacun de ces scores, on sait pour la maladie d'Alzheimer quelle est la détérioration typique au cours d'une année. Et ce qu'ils ont montré dans cette étude de phase 1, dont le but était donc, je répète, d'établir l'innocuité de la procédure, ils ont quand même montré qu'il y avait 2 patients qui non seulement ne déclinaient pas, mais étaient améliorés. Alors c'était une étude ouverte, évidemment. Il y avait 1 patient qui déclinait plus que ce qui est attendu chez des patients atteints de maladie d'Alzheimer et 3 patients qui avaient un déclin dans la moyenne. Voilà. Donc à partir du case report de 2008, qui s'adressait à un patient obèse, ils sont passés à la stimulation pour des patients atteints de maladie d'Alzheimer, dont l'innocuité a été établie. Et ils ont ensuite étudié un petit peu les mécanismes physiopathologiques mis en jeu par les stimulations du fornix chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer, par le PET scan, c'est une imagerie cérébrale métabolique, et toujours par S-Loretta, une variante d'analyse des signaux EEG. Donc, ici, on voit qu'à état de base, les patients atteints de maladie d'Alzheimer ont un métabolisme qui est diminué dans certaines régions, essentiellement temporales et pariétales. Ensuite, ils ont étudié les variations de ce métabolisme cérébral 1 mois, puis 1 an après, et grosso modo, ils ont montré que la stimulation cérébrale profonde, en un point très focal, le pilier antérieur du fornix, arrivait, malgré sa focalité, à augmenter le métabolisme cérébral de manière diffuse, et particulièrement dans les régions connues pour abriter des concentrations en dépôts amyloïdes ou avoir des perturbations métaboliques rencontrées dans la maladie d'Alzheimer. Ils ont montré aussi que un réseau très important qui s'appelle le Default Mode Network était activé au niveau de différents nœuds, tels que le cortex singulaire postérieur, le lobe temporal et aussi le précuneus. Donc, phase 1, innocuité établie, l'efficacité n'est pas encore établie. En tout cas, ils ont aussi avancé sur des mécanismes potentiels qui pourraient justifier de tester cette procédure dans une phase 2. Alors, avant de détailler la phase 2, qui a été publiée en 2016, on va y venir, ils ont continué à étudier les mécanismes d'action potentielle de cette stimulation. Et en 2015, ils ont
continué à étudier ces 6 premiers patients et ils ont mesuré l'évolution en volume de différentes structures cérébrales connues pour être impliquées dans la maladie d'Alzheimer. Ils ont trouvé une augmentation bilatérale du volume hippocampique chez 2 patients, et les 2 patients qui avaient les meilleures réponses à la stimulation du fornix. Ils ont trouvé par ailleurs, en moyenne, sur ces 6 patients, et en comparant à un groupe de patients Alzheimer contrôle qui n'avaient pas bénéficié de stimulation cérébrale profonde, eh bien, ils ont trouvé que l'atrophie hippocampique moyenne était plus faible chez les patients qui avaient bénéficié pendant 1 an de stimulation cérébrale au niveau du fornix. Par ailleurs, ils ont pu montrer que l'augmentation de volume hippocampique, en tout cas sa variation, était fortement corrélée au métabolisme hippocampique, mais aussi au changement de volume d'autres structures qui lui sont associées. Donc, on reverra plus tard en détail l'anatomie du fornix, mais je parle de structures telles que les corps mammillaires, par exemple, ce qui laisse présager donc que cette stimulation très focale a un effet local, mais aussi vraiment global à l'échelle du réseau. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, à l'époque, était encourageant. Ils ont appliqué aussi des procédures de calcul donc de volume très précises, qui s'appellent Deformation-Based Morphometry, et qui ont montré, en plus de l'hippocampe, il y avait d'autres régions qui sont typiquement impliquées dans la maladie d'Alzheimer, qui elles aussi voyaient leur volume augmenter à nouveau. Alors, en parallèle, l'équipe du professeur Lozano a entamé un programme de recherche préclinique chez le rongeur pour essayer de comprendre des mécanismes d'action potentiels de cette stimulation afin de pouvoir éventuellement optimiser cette stimulation. Donc, ils ont étudié en parallèle donc, de ces travaux cliniques chez le rat sain l'effet de cette stimulation bilatérale des piliers antérieurs du fornix à raison de 1 heure de stimulation à haute fréquence, avec des paramètres équivalents de ceux utilisés chez l'homme, mais adaptés à la taille des rongeurs. Et après 1 heure de stimulation, les animaux ont été sacrifiés pour analyse protéique au niveau cérébral à 1 heure, 2,5 heures, 5 heures et 25 heures, analyse de différentes protéines. Alors, première protéine, c'est CIFOS, et il a été montré que la stimulation du fornix aiguë, active, significativement, 2,5 heures après la stimulation, les neurones de l'hippocampe, dans les différentes régions de l'hippocampe, les noyaux dentés, CA3, C1, l'active, certes, mais l'active de manière transitoire seulement, puisque dès 5 heures, on ne voit plus l'effet de cette stimulation. Donc tout ça, c'est important à garder à l'esprit si on discute à un moment ou à un autre des stimulations non invasives, telles que la TMS, qui sont appliquées de manière très focale dans le temps, cette fois-ci. Voilà. Ensuite, ils se sont intéressés aux facteurs trophiques, et ils ont pu montrer à nouveau qu'une stimulation aiguë du fornix augmentait significativement, mais de manière transitoire, des facteurs trophiques tels que BDNF et VEGF qui peuvent être impliqués dans la création de nouvelles synapses et donc associés à la formation de nouvelles mémoires. Enfin, ils se sont intéressés directement à des marqueurs synaptiques tels que GAP43 et synaptophysing, pareil, eux aussi augmentés de manière transitoire. Donc il y avait vraiment, en 2015, tout un tas de raisons de vouloir investiguer lors d'une essai clinique de phase 2 les effets et le bienfait potentiel de la stimulation cérébrale du fornix chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Mais les choses ne sont pas si simples, évidemment. Donc voici les résultats de la phase 2 qui a été publiée en 2016 chez 42 patients. Donc pour le domaine de la stimulation cérébrale profonde, 42 patients, c'est déjà un effectif respectable, dirons-nous, qui ont bénéficié pendant donc 12 mois, soit de stimulation, soit d'une implantation sans stimulation. Donc il y a vraiment un groupe on versus un groupe off, un essai de phase 2, 12 mois, évaluation avec 2 échelles cognitives, ADAS-Cog13 et CDR-SB, qui testent la mémoire, mais pas que, la cognition au sens plus global. Alors, ils ont retrouvé que effectivement le métabolisme cérébral était augmenté significativement dans les régions habituellement hypométaboliques dans la maladie d'Alzheimer, grâce à la stimulation. Première chose. En revanche, c'est l'Access Scores, ils ont trouvé que les patients âgés de moins de 65 ans étaient significativement aggravés, vous pouvez le voir ici, par la stimulation cérébrale profonde. Les patients de plus de 65 ans, que l'on voit sur cette colonne ici, eux,
avaient tendance à voir leur score cognitif s'améliorer. Tendance, mais ce n'était pas significatif. Donc vous voyez que malgré toutes les promesses énoncées par les essais de phase 1, par le case report ou par les études précliniques, il y a encore pas mal de choses à ajuster. Et donc justement, maintenant, je vous propose d'essayer de réfléchir à pourquoi ce n'est pas si simple, évidemment, de moduler favorablement la mémoire chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Bien, tout simplement parce que la neuromodulation clinique, elle implique de se poser tout un tas de questions. Idéalement, avant même d'avoir commencé à stimuler les patients. Mais ce n'est pas si simple. Alors tout d'abord, à qui allons-nous nous adresser? Quels vont être les patients, les pathologies et quels symptômes au sein de leur pathologie doit-on cibler? Quels sont les critères d'inclusion, d'exclusion et quels sont les biomarqueurs? C'est capital d'essayer d'isoler des biomarqueurs pour déterminer les meilleurs répondeurs. Ensuite, la seconde question cruciale, c'est où allons-nous stimuler? Alors, quand on dit où, il ne faut pas penser seulement en termes d'une structure, mais en termes de réseau de circuits neuronaux. Allons-nous cibler aussi matière grise ou matière blanche? Le fornix, donc, c'était un des premiers exemples de matière blanche qui a été ciblé dans la neuromodulation. Et va-t-on pratiquer une stimulation en surface, au niveau du cortex, comme ça peut être le cas pour les techniques non invasives, mais comme ça peut être le cas aussi pour la stimulation épidurale invasive, ou bien en profondeur, comme dans la maladie de Parkinson, par exemple. Et enfin, pourquoi? C'est-à-dire qu'on ne va pas stimuler, dans l'idéal, en tout cas de manière totalement empirique, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même une idée, une hypothèse. On va faire de la recherche qui est hypothesis-driven. L'idée, ça peut être soit d'annihiler une activité pathologique, comme on essaie de le faire dans la maladie de Parkinson, ou bien au contraire de réinstaurer une activité saine, et donc la maladie d'Alzheimer, de réinstaurer des corrélats, par exemple électrophysiologiques ou protéiques d'ailleurs, de la mémoire. On va en discuter ensuite. S'agit-il effectivement de moduler les oscillations cérébrales, par exemple, ou bien simplement le taux de décharge de neurones? Est-ce qu'on veut jouer sur la plasticité synaptique, sur la neurogénèse, sur les facteurs neurotrophiques? Ça, c'est des questions qui vont guider le choix d'une stratégie thérapeutique de neuromodulation. Et enfin, comment va-t-on pratiquer cette neuromodulation en boucle ouverte, c'est-à-dire qu'on va délivrer les mêmes paramètres de stimulation de manière permanente, ou bien en boucle fermée? Et ça, je vais revenir sur ce que signifie la boucle fermée ultérieurement. Donc tout ça, c'est des questions vraiment pour lesquelles, clairement, dans la maladie d'Alzheimer, on n'a pas encore les réponses. Donc en dépit de l'échec de la phase 2, il y a beaucoup de travail à fournir pour essayer de répondre à ces questions, mais qui ne s'appliquent pas seulement à la maladie d'Alzheimer, évidemment. Heureusement, pour essayer de répondre à ces questions, le neurochirurgien maintenant a un scalpel qui a quand même une fière allure, je trouve, puisque le neurochirurgien peut recourir à des études chez les modèles primates non humains, ou rongeurs, mais les modèles primates non humains sont quand même plus proches en termes de réseaux neuronaux, mais aussi en termes d'évaluation comportementale plus proche des patients. On bénéficie aussi des apports des stimulations non invasives, comme la TMS et TDCS, qui peuvent nous guider pour réfléchir à des cibles, cette fois-ci avec implantation chronique, mais en ayant pu faire des investigations donc plus légères parce que non invasives chez des grandes cohortes de patients. On bénéficie aussi de techniques d'IRM permettant d'établir la connectivité anatomique et fonctionnelle in vivo et pour un patient donné. C'est vraiment très important, je pense, dès à présent et dans les années à venir, c'est que ces thérapies doivent être individualisées. Et puis, on s'intéresse beaucoup aussi dans notre équipe, tout particulièrement à l'apport des neurosciences computationnelles pour pouvoir mettre au point des algorithmes de stimulation en boucle fermée. Donc, c'est des algorithmes, comme on verra après, dans lesquels le signal qui est délivré s'adapte en temps réel à l'activité qui est enregistrée dans le cerveau pathologique. Et enfin, et puis vous allez avoir une présentation après, j'ai vu, il existe des possibilités autres de thérapie génique ou même d'optogénétique. Et alors, je ne vais pas m'étendre sur la maladie de Parkinson parce que ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais dans l'histoire de la simulation pour la maladie de Parkinson, le recours au modèle primate non humain a été absolument crucial. Avec dans les années 90 des travaux qui ont montré à quel point la lésion d'un petit noyau qui s'appelle le noyau sous-thalamique pouvait vraiment drastiquement améliorer les symptômes moteurs de primates non humains rendus Parkinsonian-like après ingestion de MPTP. Puis en France, dans les années 93, M. Benyazouz a montré que cette lésion pouvait être remplacée par une stimulation électrique à haute fréquence. Et enfin, l'équipe grenobloise a réalisé la translation clinique qui a bénéficié depuis 25 ans à des dizaines de milliers de patients. Et à présent, en fait, il existe maintenant des modèles non primates non humains de différentes pathologies, la maladie d'Alzheimer, donc l'addiction, la dépression, la schizophrénie. Et donc cette étape passée par la recherche préclinique qui a été cruciale pour la maladie de Parkinson, je pense qu'elle est cruciale pour d'autres pathologies relevant de la psychochirurgie, dont la maladie d'Alzheimer. Alors, maintenant qu'on a vu que les essais cliniques de phase 2 n'avaient pas été concluants, on peut essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui a été fait.
Cette fois-ci, pas que seulement en clinique, mais aussi en préclinique, puisque ça fait des dizaines d'années que les gens étudient les circuits de la mémoire, le circuit de Papez, et des dizaines d'années que différents sites de stimulation au niveau du fornix ont été testés. Alors, donc dans le circuit de Papez, ici chez le rongeur, il y a la formation hippocampique, avec d'ailleurs le cortex entorhinal qui se trouve ici, et qui envoie des faisceaux de fibres blanches dans le corps du fornix, qui, au niveau de la commissure antérieure, va se séparer en des piliers antérieurs rejoignant les corps mammillaires, ou bien en un faisceau aussi qui va jusqu'au septum médian. L'intérêt de stimuler des faisceaux de fibres, c'est qu'en étant très focal dans le site de stimulation, on peut affecter tout un tas de régions cérébrales, corticales, réparties sur vraiment des grandes échelles. Si on essaye de stimuler en revanche par exemple le cortex entorhinal, ce que des gens essayent en préclinique ou même en clinique, c'est très difficile de couvrir une région aussi grande que le cortex entorhinal avec une seule électrode. Donc c'est vraiment pour ça que beaucoup de gens se sont intéressés par le passé, et pour le présent encore, à la stimulation du fornix précisément. Donc différents sites ont été testés. Le site qui a été testé à Toronto chez le patient, c'est celui-ci, pilier antérieur du fornix. Et tous ces sites ont été testés avec des succès divers en préclinique. Et pourquoi ? Eh bien parce que c'est vraiment en réalité des réseaux extrêmement compliqués. Là par exemple, je vous montre ce que contiennent ces projections issues de la formation hippocampique et allant vers les corps mammillaires, les noyaux antérieurs du thalamus ou bien le septum médian. Au sein de ces faisceaux de fibres blanches, je trouve en réalité des projections de nature biochimique très différentes. C'est-à-dire que l'hippocampe en lui-même, il projette, il émet des projections glutamatergiques vers le corps mammillaire et vers le noyau antérieur du thalamus. Le septum médian, lui, envoie des projections à la fois glutamatergiques, GABAergiques et cholinergiques, chacune avec des effets vraiment très différents sur le plan physiologique. Donc quand on stimule électriquement, on va mettre en jeu ces différentes projections, différentes sur le plan biochimique, avec aussi des interneurones qui s'intercalent au niveau des différentes structures de l'hippocampe. Et donc, en réalité, on essaie de faire simple, en stimulant électriquement en un site, mais on met en jeu toute une cascade d'événements très complexes. Autant dire qu'on n'y est pas encore, à mon avis. Arriver à moduler les capacités cognitives, ce n'est vraiment pas simple. Toutefois, il est vraiment nécessaire de continuer. Ah. Que se passe-t-il ? Un petit incident. Bon, je prie de m'excuser pour cet incident. C'est en train de redémarrer sur mon ordinateur. Mais... Bon, tout ça pour dire que vous savez tous que très récemment, il a été question de dérembourser les traitements médicamenteux pour les maladies d'Alzheimer. Donc il y a clairement besoin, même si c'est une tâche très compliquée, de continuer à des efforts de recherche. Et la stimulation cérébrale profonde, donc c'est vraiment un des axes possibles, tablant sur le fait de reprogrammer des circuits dysfonctionnants ou de freiner la dégénérescence de ces circuits. Donc j'avais des diapositives de physiopathologie, à mon avis pas inintéressantes à vous montrer, j'espère qu'elles vont réapparaître. Allez, j'ai l'impression qu'on est reparti. Attendez, j'y suis presque. Voilà. Alors, une diapo très simplifiée sur la physiopathologie des maladies d'Alzheimer pour comprendre quelle serait la place de la stimulation cérébrale profonde dans cette pathologie. Donc, qui dit pathologie d'Alzheimer, maladie d'Alzheimer dit dépôt neurodégénératif à type de plaques amyloïdes, de neurofibrillary tangles, dit aussi atrophie corticale comme on l'a déjà vu, et ce en plusieurs régions hippocampiques, les cortex associatifs, l'amygdale, les nucleus basalis de Maynard. Qui dit Alzheimer dit aussi de plus en plus possibilité d'une piste inflammatoire. Qui dit Alzheimer dit également perte synaptique. Et c'est d'ailleurs très intéressant de savoir que le déclin cognitif chez les patients est plus corrélé au degré de perte synaptique qu'à la concentration en dépôt de bêta-amyloïdes et de neurofibrillary tangle. Il y a perturbation chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer également du phénomène bien connu de long-term potentiation, phénomène au cours duquel une synapse qui est sollicitée abondamment va répondre
encore plus la prochaine fois qu'elle sera sollicitée. Donc c'est un des phénomènes élémentaires sur le plan électrophysiologique des processus de mémorisation. Et enfin, la piste qui nous intéresse beaucoup, c'est dans quelle mesure les oscillations cérébrales qui sont nécessaires au processus de mémorisation sont-elles perturbées dans la maladie d'Alzheimer, et dans quelle mesure la stimulation cérébrale pourrait-elle réinstaurer des oscillations saines. Donc on a publié très récemment dans Trends in Neuroscience une revue justement qui explique ces différentes hypothèses physiopathologiques. Et juste pour vous rappeler, la mémoire, c'est quelque chose de vraiment très compliqué qui est distribué dans différentes structures, pas que dans l'hippocampe, aussi au niveau cortical, vraiment frontal. Mais toujours est-il que dans l'hippocampe, on distingue deux phases, la phase d'encodage vraiment d'une mémoire, et la phase de retrieval, au cours de laquelle on se souvient justement de ce qui a été encodé. Et ces phases sont toutes les deux sensibles aux oscillations θ, qui sont typiquement de 4 à 10 Hz dans l'hippocampe. Et non seulement elles sont sensibles à la concentration, à la puissance de ces oscillations, mais aussi à la phase de ces oscillations. Selon qu'on est en bas ou en haut de ces oscillations, vont se produire différents phénomènes cognitifs. Quand on est en bas de ces oscillations, le cortex entorhinal, qui est la porte d'entrée vers la mémoire des stimuli extérieurs, va envoyer des informations en recourant à des fréquences gamma, donc hautes, autour de 80-100 Hz. Et ce sera dans la phase de rappel que la structure qui s'appelle CA3 va au contraire émettre du bas gamma, autour de 40 Hz, en direction de l'hippocampe. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment très compliqué, parce que le titre c'était entre science et fiction. Honnêtement, il y a encore beaucoup de science à faire avant de pouvoir se permettre de se rapprocher de la fiction. Donc je ne rentre pas dans tous les détails, mais c'est vraiment quelque chose de très compliqué de moduler les capacités cognitives. Et donc des études chez des modèles rongeurs de maladie d'Alzheimer ont montré par exemple spécifiquement qu'il y avait ce qu'on appelle un couplage θ-gamma qui était altéré lorsque des souris modèles de maladie d'Alzheimer exploraient de nouveaux objets. Couplage θ-gamma, donc, c'est-à-dire que effectivement, dans l'hippocampe, ces fréquences qui doivent être en phase à des moments bien précis pour que le processus cognitif se déroule correctement, ne le sont plus. Alors, on a essayé de réfléchir, toujours dans cette même revue, sur pourquoi les essais cliniques de phase 2 n'avaient pas fonctionné. Et donc, ce qui nous a quand même frappé, c'est que la stimulation en boucle ouverte, donc la stimulation continue à haute fréquence, risquait en fait de perturber la formation de nouvelles mémoires. Alors certes, il a été montré que ça permettait d'augmenter les connexions synaptiques. Ça, c'était les travaux précliniques que je vous ai montrés. Donc ça devrait jouer en faveur de la mémoire. Il a été aussi montré dans un article que je n'ai pas détaillé, mais toujours issu du laboratoire de Toronto, que la neurogénèse au niveau de l'hippocampe était également augmentée par la stimulation continue. Toutefois, qui dit stimulation dit continue, dit que la stimulation ne tient pas compte du tout des périodes d'encodage ou des périodes de rappel. Et donc il se peut que la stimulation en continu soit au contraire délétère, comme ça a été trouvé dans les essais cliniques de phase 2. Et donc on propose de s'intéresser à des stratégies close loop, donc pour lesquelles la stimulation ne serait appliquée que lorsque le cerveau est dans un état anormal. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de cela, mais encore une fois, c'est pour vous montrer la complexité de ce sujet. Je vais évoquer rapidement aussi les travaux précliniques que j'ai pu faire, sauf si on me dit qu'il faut conclure, que j'ai pu mener à Toronto. J'ai pu travailler sur des modèles rongeurs à base d'injection de scopolamine qui sont connus, anticholinergiques, drogues anticholinergiques qui sont connus pour induire des déficits amnésiques chez les rongeurs, similaires à ceux qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer, et qui sont connus aussi pour justement altérer le couplage θ-gamma hippocampique lors d'une tâche de mémorisation. Eh bien, j'ai pu pratiquer un type de stimulation non plus haute fréquence comme il avait été appliqué chez les patients, mais de type θ burst, qui s'apparente à des stimuli plus physiologiques, tels que rencontrés lorsque l'on mesure dans l'hippocampe les connexions issues du septum médian, par exemple. Eh bien, par ce type de stimulation, on arrive à réinstaurer un couplage θ-gamma comparable aux animaux contrôles avant qu'ils reçoivent la scopolamine. Donc bref, voilà, c'était pour vous montrer des exemples d'efforts de travaux de recherche précliniques avec l'espoir que ça puisse impacter sur les futurs protocoles cliniques avec des types de stimuli et des structures différentes, ciblées que celles qui ont été investiguées dans les essais cliniques de phase 2. En conclusion, les efforts nécessaires à la mise au point de stratégies neurochirurgicales de neuromodulation de la cognition dans un contexte pathologique sont enclenchés. Ça a déjà commencé, je vous ai montré un certain nombre d'essais cliniques publiés.
Toutefois, on a vu que ça n'avait pas fonctionné jusqu'à présent, et donc il est nécessaire de continuer à étudier le fonctionnement de la mémoire à l'état normal déjà, parce qu'on est encore très loin de comprendre complètement, et aussi de voir ce qui, dans telle ou telle maladie, est spécifiquement perturbé. Les challenges donc neurophysiologiques, mais aussi technologiques, à relever sont très nombreux. Technologiques, parce que comme je vous ai montré, par exemple, le Fornix abrite des connexions très diverses. Comment arriver à mobiliser telle ou telle connexion? La stimulation électrique paraît un petit peu limitée pour ce faire, à l'heure actuelle. Et puis, donc, quand on pense à la fiction, je vous ai montré 13, quand on écoute Elliot Musk aussi, on pense plutôt à des stratégies non invasives de modulation des capacités cognitives. Toutefois, comme on voit à quel point le fait de pouvoir moduler finement, en profondeur, et en tenant compte de l'état électrophysiologique du cerveau, est important, on doute quand même que dans un avenir très très proche, ce que la fiction nous promet soit possible. Mais bon, toujours est-il que la recherche préclinique et clinique doit continuer selon moi en tout cas. Merci.